Franchement, genre, comment, je sais pas, résumer, genre, le respect qu'on devrait tous avoir en tant que gauchistes décoloniaux pour le peuple kurde, qui, je le rappelle, est encore aujourd'hui le plus grand peuple apatride au monde, qui se retrouve à avoir leur territoire qui, de par les conséquences coloniales de la fin de l'Empire ottoman et puis ensuite derrière de la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui s'en est suivi avec guerre froide, etc. et tout, s'est retrouvé genre découpé entre quatre pays, Turquie, Syrie, Irak, Iran, si je dis pas de bêtises, qui se retrouvent donc ballottés entre des dynamiques guerrières, génocidaires, tout ce que vous voulez, qui sont dans un niveau de répression extrêmement fort, extrêmement avancé, et qui continuent à lutter, en plus en étant toujours hyper basés, enfin je sais pas comment dire, genre vraiment force aux Kurdes. Ça, il y a vraiment aucun doute à avoir là-dessus. On avait déjà fait une première vidéo où on avait essayé de comprendre un peu mieux leur histoire et d'essayer d'un peu mieux comprendre comment ça avait pu se passer, les luttes qu'il y avait en interne, comment est-ce que les combattants kurdes avaient été instrumentalisés à droite, à gauche, par tel pays, comment la répression s'était organisée, comment les différents changements de pouvoir avaient pu les impacter. Et aujourd'hui, on a une nouvelle vidéo pour revenir là-dessus, parce qu'on ne revient pas suffisamment sur ces questions-là, en règle générale, sortie par l'Hydre aux 1000 têtes, qui nous avait déjà proposé une paire de bonnes vidéos. Enfin, en tout cas, moi, c'est une chaîne que j'ai mis dans les chaînes à surveiller pour les reacts. D'ailleurs, je suis même pas abonné, donc abonnez-vous tout le monde. Notamment, il y avait la vidéo sur l'esprit critique, qui était vachement bien. On avait regardé ou je l'ai regardé toute seule, sa vidéo sur les apatistes. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup l'Hydro 1000 têtes. Donc on va regarder sa vidéo sur le Rojava, tout le monde, et donc le territoire du peuple. Alors oui, je précise quand même, je vous dis, il y a plein de trucs très 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 basés. Genre, c'est typiquement les trucs dont tu viens de parler, genre les luttes écolo, les luttes féministes, etc., etc., etc. Il y a aussi des instrumentalisations qui sont faites à droite à gauche par les puissances occidentales. Et il y a aussi, évidemment, des mouvements kurdes pas du tout basés, autoritaires débiles et tout, hein, bien sûr. Un peuple. Alors, je dirais pas qu'ils ont sa nature. C'est peut-être lié au fait, encore une fois, que leur territoire elle a été coupé entre 4 pays. Salut à toi, l'apatride. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'attendais C'est une référence à une chanson, ça, si vous l'aviez pas. Des Berruriers Noirs. avec impatience et qui a peut-être été le plus difficile, complexe, mais passionnant à réaliser. On parle du Kurdistan. Pas la peine de chercher ce pays sur une carte, il n'a aucune existence officielle. Enfin, c'est compliqué. Pourtant, le Kurdistan, c'est 60 millions d'habitants sur une superficie de 450 000 km², répartis sur plusieurs pays du Proche et Moyen-Orient. L'équivalent du Maroc en 2 fois plus peuplé. L'histoire du peuple kurde, notamment la plus récente, c'est celle d'une tragédie permanente. Depuis un siècle, il n'a vécu qu'une petite vingtaine d'années de paix. Depuis les années 60, en conflit permanent, les estimations parlent de 250 000 morts, sans compter les milliers de disparitions, de d'arrestations et de déportations. Les caricatures font des Kurdes soit de farouches guerriers résistants à l'oppression, soit des Et aux radiations. barbares Ah non, c'est un Fallout, ça, pardon. à civiliser. Mais ici, on va essayer de dépasser l'essentialisation et de comprendre toute la complexité de ce peuple sans État, de ses origines à aujourd'hui. Aux origines du peuple kurde, un mystère, ou du moins un doute. Puisqu'on ne dispose pas de traces écrites ni archéologiques décrivant l'origine des Kurdes avec certitude, seules des hypothèses Comme quasi tous les peuples, en vrai, non. peuvent être formulées. Évidemment, l'écrit ne fait pas tout, et bien qu'on n'ait pas retrouvé de texte, ça ne signifie pas que le peuple kurde n'existait pas avant qu'on écrive sur eux. En fait, on n'en sait rien. Différents chercheurs ont tenté de proposer de multiples origines aux Kurdes sans jamais réellement réussir à convaincre. De leur côté, les Kurdes parlent d'une origine liée aux Ourites entre 2500 et 1000 avant notre ère, puis s'identifient à la civilisation des Mèdes de moins 800 à moins 500. Si la région contrôlée par les Mèdes correspond bien à l'actuel Kurdistan, il reste difficile d'en tirer une véritable ascendance. Pour le peuple kurde, revendiquer cette généalogie peut aussi avoir un intérêt identitaire, en se trouvant des ancêtres qui n'appartiennent qu'à eux, et différents des Perses ou des Hittites, dont l'héritage est déjà revendiqué par d'autres peuples de la région. Ça leur permettrait d'avoir une identité et une lignée spécifiquement kurde. Mais là encore, on reste dans le mystère des hypothèses.
Il faudra Oui, tout ce qui est en Suisse, c'est du roman national, quoi. attendre le 7e siècle de Sans nation, de fait. notre ère pour que les Kurdes entrent dans l'histoire écrite, avec l'arrivée des premiers chroniqueurs arabes. C'est avec Attends, je dis ça, mais en même temps, enfin, genre, les nations ont pas toujours existé non plus, tu vois. Donc il y a aussi, c'est logique de vouloir créer un roman national quand t'es nationaliste, anti-impérialiste, et que tu aimerais pouvoir avoir ton propre pays. qu'apparaissent les premières mentions d'émirats kurdes. Et dès les premiers temps de la conquête arabo-musulmane, ils sont considérés comme des clans qui refusent de se soumettre. Ils sont organisés en petits pouvoirs locaux qui se développent à travers différentes dynasties de dirigeants au cours des 9e et 10e siècles. Ces entités ne forment pas un territoire unifié, on ne parle donc pas encore de Kurdistan, mais d'émirats kurdes. Il faudra attendre le début du XIIe siècle pour que le terme de Kurdistan soit employé pour la première fois, toujours dans les textes arabes. Pour autant, les Kurdes sont encore très mobiles et s'installent aussi bien en actuelle Syrie, Irak ou Égypte, dans les grandes villes. Convertis à l'islam, de nombreux émirs kurdes sont formés en tant que faqih, des spécialistes de la loi islamique. Grâce à ce bagage intellectuel, nombreux sont ceux qui deviennent utiles aux dynasties régnantes, pendant que d'autres s'engagent militairement auprès des dirigeants. Et c'est dans ce contexte où de nombreux Kurdes forment une élite incontournable que le plus célèbre d'entre eux, Saladin, la figure iconique des croisades, prend le pouvoir en tant que sultan d'Égypte et fonde sa propre dynastie, les Ayyoubides. Qu'ils soient militaires ou simplement juristes, les acteurs politiques de premier plan que sont devenus les émirs kurdes ont une place prépondérante dans la dynastie de Saladin. L'élite kurde est donc le groupe ayant le plus de J'ai une data un peu folle si tu veux, troublante. En 2008, on considérait que les langues kurdes représentaient 10% de la richesse culturelle du monde. Suite aux persécutions et à la répression des différents États, on est tombé à 6,5% en 2016. Ah ouais? J'ai appris ça en géolinguistique. 10% de la richesse culturelle, comment ça marche? Comment on compte, genre? poids politique au sein de la dynastie des Ayyoubides. Mais l'âge d'or, encore gravé dans la mémoire kurde aujourd'hui, ne dure que quelques décennies à peine. En 1250, le roi franc Louis IX Ah, de la richesse linguistique, pardon. Ok, oui, c'est plus logique. dit Saint-Louis prend Damiette près d'Alexandrie et en 1260 c'est l'invasion mongole venue d'Iran. Pris en étau par les Francs à l'ouest et les Mongols à l'est, la dynastie Ayyubide est fragilisée. Et c'est cette faiblesse qu'exploite la caste des Mamelouks qui en profitent pour renverser la dynastie et imposer leur domination sur la région. Les Kurdes laissent alors peu à peu leur place aux Mamelouks en tant que groupe politique d'influence jusqu'à être relégués à des postes marginaux de l'administration au début du XIVe siècle. En parallèle, sur leur terre d'origine, on note une cristallisation du peuple kurde depuis le sud du lac de Van en Turquie jusqu'aux alentours de l'actuelle ville de Silémanie en Irak. Tout en gardant une organisation de base clanique, plusieurs dynasties kurdes s'implantent durablement et règnent côte à côte sur le territoire. Peu à peu, au cours du XIIIe siècle, cette région devient véritablement le noyau dur du territoire kurde. Identité clanique, aristocratie dynastique, territoire délimité, langue et religion unifiées, l'islam, tous les éléments sont réunis pour définitivement identifier de manière plus concrète le peuple kurde. D'autant plus qu'en se situant géographiquement entre les Mamelouks à l'ouest et les Mongols à l'est, les Kurdes se différencient en s'affirmant sur leur propre terre. Le Kurdistan et ses montagnes permettent aux deux camps d'éviter l'affrontement direct en servant de zone tampon, un rôle qui leur collera à la peau à de nombreuses reprises. Sans avoir formé d'État unifié, les Kurdes développent au cours des J'ai une petite passion mongole en ce moment, j'avoue. Genre, les trucs des kanas et tout, je trouve ça incroyable. 14e et 15e siècle, une culture commune au sein d'un territoire maintenant identifié. Les Kurdes forment, enfin, de manière plus explicite, un peuple, à qui il reste encore bien d'autres défis à relever. Et le premier d'entre eux vient avec l'arrivée d'un acteur majeur qui va bouleverser la région en imposant sa domination. L'Empire ottoman. Comment les petits émirats kurdes vont résister face à un empire qui durera 600 ans? Comment préserver? C'est cool parce que nous on avait vu l'histoire à partir de l'Empire ottoman, c'est bien aussi d'avoir un petit rewind du début quoi. Leur identité et leur autonomie. Les enjeux de l'époque moderne dépassent tous ceux qu'ils ont alors connus. L'Empire ottoman rencontre les Kurdes au début du XVIe siècle, et le peuple des montagnes va être d'une aide précieuse. À partir de 1512, le sultan Sélim Ier, le père de Soliman le Magnifique, qui vient des Balkans et de l'Anatolie, affronte directement la monarchie safavide, installée sur le territoire iranien.
Sélim enfonce les frontières des forces safavides en s'alliant à des émirats kurdes, notamment à la bataille de Tchaldiran en 1514. En échange, ces émirats gagnent une certaine autonomie au sein de l'Empire. L'objectif pour l'Empire ottoman est de se servir des Kurdes, encore une fois, comme zone tampon entre les deux camps. La partie est du Kurdistan devient, elle, sujette à la dynastie iranienne et obtient, elle aussi, sa propre autonomie en payant un tribut à la couronne. Au sein de l'Empire ottoman, durant tout le XVIe siècle, le Kurdistan connaît une période de stabilité et de développement culturel. Certains émirats kurdes se développent et deviennent même particulièrement puissants dans la région. L'un de ses chefs, Sharaf Khan, rédige alors la première histoire kurde écrite par un Kurde. Alors, l'objectif reste de rendre gloire au chef kurde et entre autres à sa famille directement, faut pas déconner. Mais cet exemple montre que l'identité kurde non seulement se maintient au sein de l'Empire ottoman, mais continue de se développer. Au sein des deux empires, pendant près de 300 ans, ces émirats kurdes vont continuer de jouir de leur relative autonomie. Après ça, le Kurdistan ne connaîtra quasiment plus que la lutte pour sa reconnaissance dans les larmes et dans le sang. Au XIXe siècle, l'Empire ottoman lance une série de réformes, les Tanzimat. Le but est de moderniser l'État pour le centraliser en renforçant peu à peu son emprise sur les émirats kurdes. Du côté iranien, c'est à peu près le même mécanisme. Cette centralisation du pouvoir forcé provoque une série de révoltes de la part des Kurdes qui cherchent à préserver leur autonomie. Et puis ces réformes arrivent aussi dans un contexte d'essor des nationalismes, où l'idée d'appartenir à une même communauté, la nation, donc, émerge un peu partout dans le monde. Avant ça, on était les sujets d'un dirigeant. Et maintenant, on devient des compatriotes au sein d'une même nation. Pourtant, c'est pas l'identité kurde en soi qui pose problème à l'Empire ottoman, mais plutôt la force intérieure qui pourrait potentiellement menacer le pouvoir central. Et c'est pour ça que le sultan... Parce que pour le coup, on pourrait se dire du coup, parfait, logique. Eux, ils ont une identité propre, ils ont une culture, ils ont une histoire, ils pourraient tout à fait former une nation. Élimine peu à peu les différentes principautés kurdes au cours du 19e. La première moitié de ce siècle sera marquée par des épisodes de rébellion kurde face à l'empire centralisateur. La première de ces révoltes, celle de Baban, éclate en 1806 et la dernière est menée par Bedir Khan Bey. Quel drip extraordinaire! Oh, waouh, le flow! Oh, je suis un peu jalouse. Ah ouais! Ah ouais! Stoppé en 1847. À la suite de ces épisodes, vous avez vu son couteau? Les notables kurdes sont pour une grande partie déracinés hors de leur territoire et partent servir le gouvernement ottoman. Certains de ces leaders... La moustache fait tout? Non, je suis pas d'accord. Genre, la posture. Genre, il y a vraiment un truc aussi dans comment il se tient, je trouve. Genre, je suis désolé. Ça, c'est du maximalisme. En vrai, c'est maximaliste, ouais, je suis d'accord. Vous avez vu ce schlass? deviennent si bien intégrés à l'administration impériale qu'ils vont participer au massacre des Arméniens de la fin du siècle, puis à leur déportation et à partir de 1915. Dans le même c'était un peu rude du coup comme transition. Temps, et depuis les années 1880, d'autres Kurdes plus réfractaires à l'Empire s'organisent et fondent des groupes pour s'émanciper de la culture ottomane et commencer à revendiquer une nationalité kurde. Mais cette revendication peine à émerger à la fin du 19e siècle, malgré quelques tentatives comme l'édition du journal Kurdistan. Les désaccords entre les différentes factions ne sont pas surmontés. L'idée d'une potentielle nation kurde est encore trop faible pour se diffuser et surtout se concrétiser. Mais très vite, les Kurdes vont avoir un coup à jouer pour y arriver. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est défait. Ce point de bascule géopolitique va créer une opportunité Il était déjà à moitié crevé en vrai. d'envergure pour les Kurdes. Malgré leur division, ils réussissent à faire entendre leurs revendications d'un Kurdistan indépendant auprès des États vainqueurs de la guerre. Les puissances occidentales, elles, cherchent à jouer leurs cartes pour gagner en influence dans la région. Et à force de négociations, les États victorieux se mettent d'accord sur un texte qui donnerait l'opportunité de créer un État indépendant du Kurdistan en divisant le territoire de l'Empire ottoman. Ce texte, c'est le traité de Sèvres, et il est signé le 16 août 1920. Le La touille de Sèvres. Kurdistan a, pour la première fois de son histoire, l'occasion de fonder son propre État. Le moment est historique. Les Kurdes sont enfin sur le point de s'asseoir à la table des nations. Mais l'espoir est de courte durée, et la douche est glacée.
La signature du traité de Sèvres provoque une réaction d'opposition massive en Turquie qui voit le territoire de l'Empire être fragmenté par les États occidentaux. Mustafa Kemal, un militaire s'étant illustré lors de la guerre, lance une révolte en Anatolie et prend le pouvoir en fondant l'État de Turquie moderne. Et dans la Les caricatures étaient grave hardcore. vision de Kemal, le Kurdistan, ça n'existe pas. C'est un territoire turc qui n'a pas lieu d'être indépendant. Et face au succès de la rébellion de Kemal, la France et la Grande-Bretagne, qui sont installées dans la région depuis la fin J'avais pas vu qu'il y avait une nouvelle vidéo de Kesharot sur les ZAD, mais oui, je vais sûrement y réagir. de la guerre, craignent pour leurs intérêts. Et pour les préserver, ils changent Pas ce soir. donc de stratégie et abandonnent leur soutien à l'indépendance kurde. Kemal peut donc intégrer une partie de la région du Kurdistan au sein de son nouveau territoire et faire signer le traité de Lausanne en 1923 qui remplace le traité de Sèvres. Traité dans lequel il n'est plus Attends, si Sèvres, c'était déjà une douille. Lausanne, c'est quoi? C'est genre... une enculade? fait mention d'un quelconque État kurde indépendant. Le Kurdistan voit donc sa naissance tuée dans l'œuf par la révolte kémaliste. Ces événements marquent le début de 100 nouvelles années de révolte kurde dont le territoire est à présent partagé entre 4 pays, la Turquie, l'Iran, la Syrie et l'Irak, berceau de l'une des figures les plus emblématiques et les plus marquantes de l'histoire récente kurde dont il nous faut absolument parler. Au sortir de la Première Guerre mondiale, l'Irak est en partie occupé par l'armée britannique. Un chef kurde, Sheikh Mahmoud Barzanji, se révolte contre cette occupation dès 1919. En 1922, il s'autoproclame même roi du Kurdistan. Mais cette initiative reste éphémère et ne représente pas du tout l'ensemble du territoire kurde, ni même l'idée d'une nation kurde. Entre-temps, les Britanniques ont placé Faisal Ier sur le trône d'Irak. Mahmoud Barzanji est vaincu et continue sa rébellion dans les montagnes jusqu'en 1931. Et c'est dans les rangs de cette révolte que se fait connaître le personnage qui aura peut-être eu le plus d'impact dans l'histoire récente kurde, Mustafa Barzani. La famille Barzani, on va beaucoup en parler ici et dans les prochaines vidéos sur le Kurdistan. Clan kurde originaire du nord de l'Irak qui s'installe à Barzan au 19e siècle, c'est une famille de chefs religieux qui ont pris de l'importance au moment des révoltes contre l'Empire ottoman. Une tradition que Mustafa Barzani perpétue puisqu'il reprend le flambeau de la révolte irakienne pour l'indépendance du Kurdistan jusqu'en 1943. À la suite de cet épisode, il fuit vers l'Iran où il va participer à un événement qui va marquer la mémoire collective kurde jusqu'à aujourd'hui. Et ça, on avait vu, je pense qu'on va le voir plus tard dans la vidéo, mais on avait vu en gros que il s'était passé des trucs où en gros entre l'Iran et l'Irak, ça a toujours été un peu tendu, hein, ça vous savez normalement. Et donc du coup, vu que à leur frontière commune, il y a un peuple qui aimerait bien être indépendant, les techniques étaient assez particulières. Dans le sens où, vu que tu te retrouves à la frontière entre deux pays qui sont plus ou moins en guerre, avant que la guerre soit déclarée, du coup, l'Irak donnait des armes aux Kurdes qui étaient en Iran, pour que les Kurdes en Iran puissent faire des révoltes et déstabiliser... Et ça marchait de l'autre côté. Donc en fait, avant la guerre, t'avais l'Irak qui donnait des armes aux Turcs... aux Kurdes iraniens, et l'Iran qui donnait des armes aux Kurdes irakiens. Et une fois qu'ils sont rentrés en guerre, officiellement, tu vois, les deux pays les ont mobilisés pour qu'ils se battent les uns contre les autres, genre. En Iran, les Kurdes représentent 10 à 15% de la population. Les pouvoirs en place les ont exclus de la vie sociale en dénigrant leur culture et leur religion. Dans un pays en majorité perse et musulman chiite, les Kurdes, qui sont essentiellement sunnites, sont devenus une minorité opprimée. Centralisation du pouvoir, religion rivale et persan comme seule langue officielle autorisée, tous ces éléments ont favorisé l'émergence d'une volonté radicale d'émancipation kurde en Iran. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et suite à un concours de circonstances, le pouvoir iranien est affaibli dans la région du Kurdistan, au nord-ouest du pays. Les Kurdes ont l'opportunité de s'organiser eux-mêmes dans la région de Mahabad, proche de l'Irak, d'où vient justement de s'exiler Mustafa Barzani. Qazi Mohammad, membre de l'une des familles... C'est parce que c'est presque Mohammad.
Genre, mais c'est pas tout à fait... influentes de la région Désolé, j'ai pas grand chose à dire, du coup je meuble. cherchent à s'imposer et gagnent l'appui d'autres clans, et notamment celui de Mustafa Barzani. Soutenu par les soviétiques qui cherchent à étendre leur influence dans la région de l'Asie centrale, Qazi Mohammad proclame le 22 janvier 1946 la République de Mahabad, où Mustafa Barzani devient ministre de l'Intérieur et chef militaire. C'est la toute première fois que les Kurdes réussissent à s'organiser en tant que nation kurde pour former un gouvernement indépendant. Et qui dit nation, dit symboles nationaux. Drapeau multicolore, hymne national, billets de banque, écoles enseignant en langue kurde sont créés, ainsi qu'une force armée, les Peshmerga, littéralement ceux qui font face à la mort. Et ce sont ces symboles créés à ce moment-là qui sont encore brandis par les Kurdes aujourd'hui. Et si elle est En même temps, ils sont sacrément stylés, hein, faut dire. considérée comme libérale et progressiste pour l'époque, la République reste largement traditionnelle dans son fonctionnement et va dans le sens de l'intérêt de ses chefs, les propriétaires terriens et dirigeants de clans. Mais si elle est particulièrement remarquable quand même, c'est que dans la région, ce sont des modèles autoritaires qui prédominent. Animés par l'ambition de réunir les territoires kurdes sous leur autorité, Qazi Mohammad et Mustafa Barzani, avec l'aide de leurs Peshmerga, affrontent immédiatement le pouvoir iranien. Mais celui-ci, aidé par les Britanniques et Américains, qui veulent contrer l'influence grandissante de l'URSS dans la Toujours du bon côté, hein. région, réussit non seulement à les repousser, mais à les écraser. Aussi remarquable qu'éphémère, la République de Mahabad est anéantie le 5 décembre 1946, moins d'un an après sa fondation. Qazi Mohammad est Non, mais... on- L'Occident vient amener la démocratie, d'accord? Ok, d'accord. exécuté, et Mustafa Barzani fuit à nouveau, cette fois en URSS. Mais il gardera à vie son image associée à cet événement, qui fait de lui le leader incontesté du mouvement nationaliste Ça, on est les démocraties, donc c'est ok de lutter contre des démocraties pour mettre en place des dictatures. C'est pas ça la règle? kurde pendant des décennies. Après cet épisode, et dans les décennies qui vont suivre, les Kurdes vont vivre de nombreux moments d'oppression, et sur tous les territoires qu'ils occupent, à tel point qu'une grande partie de la population va émigrer et composera l'essentiel de la diaspora kurde qu'on retrouve de nos jours, notamment en Europe, essentiellement en Allemagne et en France. Mais si la République de Mahabad a été vaincue, son idéal, la création d'une nation kurde, lui a survécu, et son souvenir restera gravé dans la mémoire de la nation kurde redevenue apatride. Et c'est Mustafa Barzani qui va porter sur ses épaules ce souvenir sur les terres de son enfance au Bachour, le Kurdistan irakien. De toute façon, c'était sûrement des narco-islamisto-terroristes. Tout à fait. Je sais qu'ils fabriquaient déjà du fentanyl à l'époque. En Irak, après la chute de l'éphémère République de Mahabad, commence une courte période de paix de quelques années. Les Kurdes ne parviennent pas à s'organiser pour relancer leur lutte d'indépendance. C'est le coup d'état du militaire Abdelkarim Qassim en 1958 qui va accélérer les choses. Qassim renverse le pouvoir de la dynastie hachémite aux manettes depuis près de 40 ans. Les Kurdes, représentant un cinquième de la population, sont dans un premier temps reconnus officiellement et Mustafa Barzani profite de ce contexte favorable pour revenir s'installer en Irak après son exil en URSS. Mais les choses vont se corser. Le pouvoir central sombre dans l'autoritarisme. Qassim, en tant que nationaliste irakien convaincu et soutenu par l'URSS, change de braquet et relègue l'identité kurde au second plan. Dans les années 60-70, le Kurdistan irakien devient le lieu central de la résistance kurde. En 1961, Mustafa Barzani, de par son statut de leader de la cause kurde, reprend la lutte. D'un côté avec son armée, les Peshmerga, et de l'autre avec son parti politique, le Parti démocrate du Kurdistan. À force de guérilla et de tractation avec le gouvernement, il revendique l'autonomie du Kurdistan irakien au sein du territoire national. Dans un premier temps proche de l'URSS et des mouvements de gauche, Barzani se détourne de ce bord politique pour trouver d'autres soutiens. Il se rapproche alors des États-Unis et de son allié, l'Iran, qui finance Ça va sûrement bien se terminer du coup. la résistance des Peshmerga. Alors évidemment, la motivation des États-Unis et de l'Iran est plus de contrer l'influence des soviétiques dans la région que d'adhérer aux revendications kurdes. Les ennemis de mes ennemis, vous connaissez. Ajouter de la confusion à l'intérieur de l'Irak est alors une bonne stratégie pour l'axe USA-Iran. Mais Ça, c'est ce que je vous disais, c'est le moment où l'Iran et les États-Unis ont filé des armes aux Kurdes irakiens. en 1975, un incident diplomatique entre l'Iran et l'Irak est réglé par la concession de territoire à l'Iran. En échange, Celui-là dit comme ça, on a l'impression que ça va un peu vite, mais en fait, genre, soutenir, ça veut dire filer des armes. Hein. Salut, Journal Louise.
l'Irak obtient l'arrêt du soutien iranien aux peshmerga kurdes. La rébellion kurde en Irak s'écroule, faute de moyens, Si un modo peut faire un shout-out. et 40 000 combattants ainsi que 200 000 civils fuient en Iran, y compris Mustafa Barzani, décidément habitué aux exils. Et c'est son fils, Massoud Barzani, qui reprendra le flambeau de la résistance kurde irakienne, moins menaçante pour le gouvernement central. Mais en 1979, Saddam Hussein prend le pouvoir. Et pour les Kurdes encore sur le territoire, les heures les plus sombres sont à venir. Dès le début des années 80, le régime du dictateur commet des massacres de populations kurdes, tuant des milliers de personnes. Il cherche à éliminer le clan Barzani pour en finir une fois pour toutes. En 1988, c'est l'opération Anfal, un génocide commis envers la population kurde, faisant jusqu'à 180 000 morts civiles d'après les estimations. Du gaz moutarde ou sarin sont utilisés sur la population civile, comme à Halabja le 16 mars 1988, faisant 5000 morts et des milliers de blessés. 1,5 million de paysans sont placés dans des camps, 4000 villages sont rayés de la carte, 15 millions de mines antipersonnelles sont parsemées sur les terres agricoles kurdes. C'est la pire répression de l'histoire kurde en aussi peu de temps. Puis, c'est la première guerre du Golfe et la défaite irakienne. L'ONU instaure une safe zone au nord du pays, permettant aux Kurdes de revenir chez eux. En réponse, Hussein retire toute son administration et impose un embargo dans la région. Le Kurdistan irakien est non seulement ravagé par les séquelles de l'opération Anfal, mais n'a plus accès à aucune ressource extérieure. Le chômage y atteint 80% et des conflits internes perpétuent l'instabilité de la région. C'est dans ce vide et ce chaos institutionnel que les Kurdes s'organisent malgré tout et déclarent un gouvernement autonome non reconnu par l'État et dirigé J'aime trop leur manie d'être en mode ah ouais, gouvernement autonome. essentiellement Genre à la moindre occasion. par le clan Barzani et d'autres familles en 1992. Il leur faudra attendre la fin du régime de Saddam Hussein pour officialiser ce statut politique. En 2005, la nouvelle constitution leur octroie une véritable autonomie dirigée par la famille Barzani, élue sans discontinuer depuis sa fondation. Massoud Barzani d'abord, puis Nechirvan Barzani, le petit-fils de Mustafa, dans la droite ligne On devrait faire pareil. T'as raison, on devrait genre déclarer un gouvernement autonomiste de France, genre. de l'héritage La commune autonome de Oisem-Moulin. En vrai, la commune autonome de Grenoble, ça peut s'organiser aussi. clanique et vertical de la société traditionnelle kurde. Aujourd'hui, l'autonomie politique du Kurdistan irakien est si importante que seule la monnaie est encore contrôlée par l'État central. La monnaie. Cette autonomie kurde au sein de l'État irakien Pardon, j'aime juste bien le mot monnaie, il me fait un peu rire. est l'expérience la plus ancienne que les Kurdes ont connue. Après tant de souffrances dans ce pays, les Kurdes ont-ils enfin atteint leur objectif ? Sur le papier, en partie oui, mais le Kurdistan irakien n'est qu'une petite partie du territoire kurde. Alors, qu'en est-il dans les autres régions ? Après l'épisode éphémère de la République de Mahabad en 1946, l'Iran ne connaît plus d'opposition kurde majeure sur son territoire. On l'a vu, c'est l'Irak qui prend la relève de la contestation pendant une trentaine d'années. Le Shah d'Iran finance et soutient la rébellion de Barzani, à la fois pour semer le désordre chez son voisin Ok, il est drippé. Non, si, il a un peu une tête de con, mais il est drippé, genre, faut admettre aussi, tu vois, même quand c'est des gens qu'on aime pas, genre... Puis ce schlass encore, vraiment, enfin... irakien, et pour que les Je bois ces mots, ouais, moi aussi, mais un peu trop. Genre, j'ai l'impression que du coup, vu que j'ai pas grand chose à dire, il reste que mes blagues un peu lame et mes commentaires un peu sus sur le physique des gens, et j'ai pas grand chose de plus à rajouter, genre. Kurde y soit plus actif que sur son propre territoire. Puis c'est la révolution iranienne de 78-79 qui met en place le guide suprême de la République islamique d'Iran, Rouhollah Khomeini, avec l'aide d'organisations kurdes. Elles en profitent pour tenter de négocier la création d'un Kurdistan autonome, avec pour capitale Sanandaj, au sein du nouvel État iranien. Mais la toute jeune République islamique ne voit pas les choses de la même manière. À nouveau, c'est une politique centraliste qui est mise en place et les Kurdes deviennent, une nouvelle fois, une communauté marginalisée. Les Kurdes tentent de résister, notamment par des stratégies de guérilla, mais sont sévèrement réprimés. Le gouvernement iranien commandite notamment l'assassinat de 2 chefs de la résistance en 89 et 92, ce qui stoppe net la guérilla kurde. Depuis les dernières décennies, le pouvoir continue sa répression et toute contestation est durement punie, à tel point
que près de la moitié des prisonniers politiques en Iran sont kurdes. Des dizaines de milliers de personnes ont trouvé la mort dans les affrontements avec l'État iranien. Mais le pouvoir opère aussi toute une stratégie. Le même État qui a soutenu les luttes kurdes en Iran. De soft Ah ouais, le cynisme ou pas là. power pour détruire jusqu'à la culture et l'identité kurde par la propagande, la radio, le cinéma, etc. Genre, ils étaient vraiment en mode, oh là là, à l'aide, au secours, on est en train de vivre un génocide, aidez-nous. L'Iran a dit, ouais, pas de souci, avec mon copain américain, on va te filer un maximum d'armes. Tenez, 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 tenez. Et du coup, les Kurdes qui sont en Iran, ça se passe bien pour eux ou... Quel Kurde en Iran? Voyons, de quoi parles-tu? Vraiment, c'est ça, quoi, c'est trop... Les Kurdes ont répliqué, notamment avec l'arrivée C'est vraiment l'Iran qui est en mode, il n'y a pas de Kurdes en Iran, voyons de quoi est-ce que vous parlez? Internet et des réseaux sociaux pour promouvoir leur culture ainsi que leur langue avec l'aide de la diaspora kurde et des autres communautés du Kurdistan. D'autres stratégies encore plus pernicieuses ont été utilisées par le régime iranien, comme le mariage forcé de jeunes femmes kurdes à des religieux conservateurs, et particulièrement celles ayant eu une activité politique. Le Canada fait ça aussi, oups. D'ailleurs, en 2022, c'est une jeune femme kurde de 22 ans, Gina Masha Amini, qui a été tuée par la police des mœurs car elle ne portait pas correctement le voile selon eux. C'est son décès qui a enflammé le pays dans des manifestations défendant le droit des femmes et exigeant un changement de régime. La situation actuelle des Kurdes en Iran n'est pas franchement idéale donc. Sans organisation majeure pour porter les revendications kurdes, l'Iran n'est pas prêt de voir advenir une quelconque autonomie kurde en son sein. Salut tout le monde, désolé je fais une petite pause dans le montage parce qu'entre le moment où j'ai écrit ce script et le moment où je suis en train de le monter, il s'est passé ça. Depuis le 28 décembre, le régime de Téhéran massacre celles et ceux qui le contestent dans la rue. Une répression sanglante qui a d'ores et déjà fait des milliers de morts. Répression menée par un régime aux abois qui s'accroche dans une extrême brutalité à couper Internet depuis une semaine pour massacrer. Il va falloir lâcher l'os là. Très loin des regards. L'ampleur des massacres orchestrés par les autorités iraniennes depuis le début de la révolte semble se préciser. On parle de dizaines de milliers de morts. Alors cette situation catastrophique, on ne sait pas exactement comment elle va évoluer, on ne sait pas non plus quelle est la situation pour... Parce que oui, du coup, si vous le saviez pas, quand même, au passage, le pouvoir des mollahs en Iran est en train d'être renversé. C'est-à-dire que c'est une situation qui, encore maintenant, là, au moment où je vous parle, et probablement au moment où vous regardez cette rediffusion si vous êtes sur YouTube, c'est encore la maxi merde. Nous, la France et les autres pays occidentaux, vu qu'on est des grosses merdes, on essaye de pousser pour que le Shah d'Iran, donc le pouvoir qu'il y avait avant, revienne, parce qu'il était mieux en termes de commerce avec nous, et du coup on a envie de remettre au pouvoir un gouvernement fantoche qu'on puisse contrôler. Donc ça c'est un petit peu, voilà, c'est notre petite spéciale sauce à nous. D'ailleurs, Donald Trump, en accord bien évidemment avec Macron, malgré leur pseudo-clash soi-disant, sont entièrement d'accord là-dessus, et ont envoyé, pas plus tard que hier, un porte-avions au large de l'Iran. Donc la situation craint sa mère. Et évidemment toutes nos forces vont aux luttes locales qui sont aussi les luttes révolutionnaires qui ont renversé le régime actuel et qui sont pas pour le Shah. Et grosse force au peuple iranien bien sûr dans sa quête d'autodétermination parce que c'est pas gagné. Le fils du Shah d'Iran littéralement entraîné militairement par est soutenu à fond par les... Non mais oui exactement. Enfin genre le mec c'est pas un agent de la CIA. C'est genre la CIA. C'est genre, il a été incubé par des scientifiques nazis américains. Genre, son ADN est composé. Genre, tu sais, si tu prends. Tu sais, l'ADN, c'est codé sur quatre trucs, tu vois. C'est du quaternaire, genre. Bah, en fait, lui, si tu prends tout son ADN, que tu le décryptes entièrement et que tu remplaces par des lettres, ça fait la charte de l'ONU. Pour de vrai, hein. Les Kurdes, même si les premiers éléments, c'est que les Kurdes font les frais aussi de cette répression, autant que les autres. Mais on ne sait pas comment la situation va évoluer, puisque notamment les États-Unis, et par la voix de Trump, essayent aussi de s'impliquer dans cette situation pour pouvoir jouer leurs cartes dans la région. Le régime iranien... Jouer leurs cartes égale le pétrole. On ne sait pas jusqu'où il va aller, ni même s'il va sur... Oui, le caméléon. Non mais, Journal-Louise, nous sommes trop vieilles. Personne ne connaît le caméléon. Revivre à cet épisode. On a vu que les Kurdes, dans les moments de transition politique, c'est dans ces moments-là qu'ils arrivent à s'organiser et puis à créer de nouvelles structures pour faire valoir leurs revendications. Si, moi, voilà, il y a toutes les daronnes du chat qui sont en mode genre oui, ok, je vois ce que c'est.
Donc évidemment, à l'heure de la sortie de cette vidéo, c'est impossible de dire que... Si, vous connaissez Jarod et tout. Ah, incroyable en vrai. La trilogie du samedi. Attendez. Désolé, attendez, peut-être je mélange trop sur pause, je sais pas, mais genre, la trilogie du samedi, c'était tellement le feu, genre. Regardez, le chat connaît. Non, mais je suis juste. Ah oui, ok, non, mais je pensais que vous auriez pas la ref. Parce que dans les trucs qui viennent de la trilogie du samedi, on se rappelle beaucoup plus facilement de Stargate et tout, tu vois. Les gens, ils ont tendance à oublier Caméléon. Moi, je l'avais quasiment intégralement oublié jusqu'à ce que je revoie, il y a pas longtemps, une vidéo qui parlait de ça. Je sais plus qui c'est qui avait fait la vidéo. Peut-être un mec comme... Enfin, un mec, plus un mec maintenant, je crois d'ailleurs, comme j'ai plus son blast de maintenant, mais anciennement Mea. Ou quelqu'un de ce goût-là. Ou peut-être c'était... Ah, je sais plus qui c'est qui en avait parlé. Mais bref, ça m'avait fait plaisir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une série du coup de science-fiction où en gros il y a... Ah, c'est toujours Mea le blaze? Ok, super. Une série en gros dans laquelle t'as un espèce de super agent qui a pour super pouvoir d'être capable de se déguiser super... C'est un mentaliste. Genre, vous voyez... Il s'appelle déjà là le super mentaliste en France. Archéotoy, c'est peut-être lui, ouais. Ouais, c'est peut-être Archéotoy, ouais. Bon, bref, c'est une histoire de con sur un espèce de super espion. Voilà. Vous voyez Fabien Olicard? Il va imaginer qu'il a un encore plus gros cerveau. Genre, non seulement il peut compter tout l'alphabet à l'envers, mais en plus de ça, genre, il peut inventer des lettres. Et ouais. Ce qui va se passer, et on peut faire que surveiller la situation. Voilà, je voulais juste vous dire ça, donc vous pouvez profiter aussi de cette pause pour liker, commenter, partager Bah non, on en a profité pour parler de Caméléon, figure-toi. cette vidéo, et puis vous abonner à la chaîne, hein, ça Comme quoi. participe à sa diffusion. Et puis je vous souhaite une bonne fin de visionnage. Allez, maintenant un tunnel sur Magic the Gathering. Effectivement, aujourd'hui, la Turquie accueille plus de 15 millions de Kurdes, 20% de sa population totale. Enfin, accueille. Il faut le dire vite, parce que dès les premières années, la situation est conflictuelle. Au sein de la... J'aurais dû profiter pour aller chercher à boire. J'ai encore failli oublier d'enlever la pause. Mais attendez, je remets juste vite fait en arrière pour la vidéo pour les gens de YouTube. Parler leur langue, et plus tard déportés de leur ville. Le pouvoir de Mustafa Kemal est basé sur l'idéologie nationaliste, et toute minorité culturelle est niée au sein du nouvel État. Seul Et ça, c'est un truc dont on parle souvent à gauche. Là, vous voyez vraiment la différence qu'on peut mettre entre, par exemple, d'un côté, des Kurdes nationalistes, qui sont nationalistes dans l'objectif de créer la nation kurde pour pouvoir avoir des droits, pour pouvoir avoir accès à un État, des institutions, l'autodétermination. Parce que c'est un peuple privé. Et vous pouvez capter la différence qu'il y a avec le nationalisme turc, qui pour le coup, lui, est beaucoup plus autoritaire, parce que c'est un pouvoir qui est déjà dominant dans la région. Et du coup, ce nationalisme-là va pas être un nationalisme qui va se permettre de l'émancipation ou de l'autodétermination, mais qui est, à proprement parler, une espèce d'impérialisme, tu vois. Genre un nationalisme qui va surtout chercher à imposer son identité sur des populations qui sont plus marginalisées. Et c'est là que tu vois que, du coup, lorsqu'on sort du cadre strictement occidental et quand on sort de l'empire, à proprement parler, de l'impérialisme, bah, les situations et les questionnements autour du nationalisme peuvent prendre vraiment des dimensions très différentes, très contradictoires. Tu sais, par exemple, genre, un nationaliste français a à peu près la même idéologie qu'un nationaliste allemand, qui aura à peu près la même pensée qu'un nationaliste américain, etc., etc., etc. Là, un nationaliste kurde et un nationaliste turc sont littéralement en opposition profonde. C'est vraiment pas les mêmes dynamiques. compte l'identité turque. Et puis dès 1924, le pouvoir devient laïque, la religion étant la base de l'amitié avec les seuls Kurdes qui le soutenaient encore, ils n'ont à présent plus rien en commun avec le pouvoir turc. La formation... Je trouve ça important quand même parce que parfois j'ai l'impression, il y a une espèce de raccourci qui est fait dans la tête des gauchistes entre nationalisme en métropole dans l'Empire égale mal et nationalisme en dehors de la métropole, dans les pays colonisés, égale bien. Non, c'est plus compliqué que ça. Je veux dire, la Turquie, à proprement parler, elle est pas dans le pacte impérialiste, et pourtant, leur nationalisme se prend des atours génocidaires et des trucs de répression absolument
fout du bus. Genre, c'est pas juste dès qu'un nationalisme est un nationalisme en dehors des périphéries, enfin de la frontière de l'Empire, ça devient ok. C'est pas comme ça. Faut vraiment avoir une lecture plus fine en fait. Genre, ça, c'est parce que les gens ont la flemme de bosser et de voir les effets concrets des politiques. Ouais, bah ça, je suis d'accord. Mais en fait, c'est aussi parfois, je pense, même un peu juste un raccourci dans lequel tu peux vite tomber parce que voilà, les trucs des coloniaux, c'est pas non plus ta grande maxi-passion, tu vois. Et du coup, parfois, j'entends des gauchistes qui sont en mode nationalisme, genre à l'étranger, enfin dans les pays anciennement colonisés, etc., égale bien, et ici égale mal. Sauf que pas du tout, genre c'est beaucoup plus compliqué, faut vraiment regarder pourquoi, genre, à quoi sert le nationalisme à proprement parler. Si tu utilises ton nationalisme pour tenter de légitimement revendiquer un territoire où t'existes depuis super longtemps et que tu veux obtenir juste des droits et arrêter de considérer comme étant une marge que t'as le droit de décider, oui. Si tu utilises ton nationalisme pour dire tout le monde est turc et tous ceux qui ne le sont pas, je vais les tuer. Bon, pas cool. Intellectuel de Kemal. C'est compliqué parce que le nationalisme des pays sous emprise étrangère, ça permet d'unifier la lutte. Ouais, bah je suis d'accord. Mais c'est comme, tu vois, genre par exemple, genre si on reprend un de mes exemples, un de mes cas d'école dont j'aime bien parler, le Burkina Faso. Bah, dans le Burkina Faso, le nationalisme de Thomas Sankara, très bien. Très très bien. Enfin, tu sais, il y a des trucs hein, qu'on pourrait redire à des endroits, bien sûr. Mais a priori, c'était vraiment basé. Aujourd'hui, si tu reprends la situation avec un mec qui pourtant revendique l'affiliation directe avec Sankara Traoré, qui dirige aujourd'hui le Burkina Faso, pour le moment, c'est dur de conclure quoi que ce soit. Mais on commence déjà à observer des massacres de musulmans et des massacres de personnes dans l'objectif de faire une unification suite en fait aux ingérences qui ont été provoquées par l'État islamique. Donc ça reste compliqué, tu vois, ça reste genre c'est pas si simple, mais bah aujourd'hui tu vois c'est beaucoup plus ambigu le rapport à la nation et au nationalisme qu'ont les Burkinabés qu'à l'époque de Thomas Sankara où il y avait moins la question du coup justement la répression des marges et tout ça, tu vois. Et en même temps la répression que connaissent aujourd'hui les Burkinabés, surtout les musulmans, vient des tentatives d'ingérence de l'État islamique. Donc c'est compliqué. Est largement influencé par des penseurs comme Platon, Gustave Le Bon, Thomas Hobbes ou d'autres moins connus mais ouvertement militaristes et antisémites comme Ismail Haki Babanzad. Un petit panel d'intellectuels qui ne sent pas très bon ni la tolérance ni la démocratie. Et ceci va expliquer cela. Kemal adopte et revendique l'idée d'une identité nationale turque forte et unifiée, voire de race turque supérieure, où les minorités n'ont pas leur place. Ok Adolphe. Quitte à flirter avec l'eugénisme en théorie et parfois même en pratique. Voilà, donc là ça c'est le nationalisme pas bien. En 1934, Kemal a largement transformé l'État selon sa volonté. En Algérie, le nationalisme entre l'appartenance à un territoire, ça a permis d'organiser des mouvements de résistance. Bah bien sûr, mais en fait, bon... Il y a eu tout ce qui s'est passé avec la décennie noire, tu vois. J'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui. Mais, effectivement, à l'époque où l'Algérie était française, bah, du coup, les luttes d'indépendance étaient des luttes nationalistes, a priori. Et c'est difficile, quand tu regardes avec le recul historique, de qualifier ça d'illégitime. Étant donné que, bah, oui, l'Algérie, c'est quand même un pays, genre, qui indépendant et tout, qui mérite parfois, qui est anciennement colonisé, sur lequel on a fait des grosses saloperies. Genre, pour ceux qui se rendent pas compte d'à quel point on a fait des saloperies en Algérie, sur le plan des territoires impériaux, enfin des territoires sous domination impériale, l'Algérie c'était notre ancienne. Voilà, le parallèle est un peu grossier, vous m'excuserez, mais en termes de territoire sur lequel on a fait des expérimentations absolument infectes pour faire de la répression à une échelle jamais vue, désolé, mais enfin l'Algérie, c'est c'est là-bas qu'on a expérimenté. Bah, par exemple, plein de gaz qu'on a mis dans les caves pour faire des enfumades, qu'on a expérimenté les premiers hélicoptères de combat. Aujourd'hui, on expérimente les drones. Ça, tu sais, genre, il y a vraiment des parallèles à faire quand même. Donc oui, bien sûr que pour le coup, les nationalistes algériens, autant aujourd'hui, et surtout pendant la décennie noire et après la décennie noire, compliqué. Autant à l'époque des luttes d'indépendance, évidemment que lorsque tu dis aux gens, on va redevenir une nation et on va faire nation tous ensemble pour redevenir indépendants, bah évidemment que ça réussit à regrouper des forces autour de toi et que tu vas réussir à mener une lutte. C'est logique. Mais après, faut pas tomber dans du suprémacisme. Et il faut pas... Enfin, c'est une arme à double tranchant, le nationalisme. Y compris dans des
dans des dimensions d'indépendance. Parce qu'un autre truc aussi que plein de gens de gauche, j'ai l'impression parfois ont tendance un petit peu à oublier, c'est que, en fait, quand le nationalisme il est super basé, une fois qu'il a réussi à arriver au pouvoir et qu'il a réussi à rendre le pays indépendant et que le peuple peut s'autodéterminer, il y a quand même un risque assez fort de dérive autoritaire et de dérive nationaliste répressive qu'il faut garder en tête en fait. Parce que le nationalisme mène aussi à ce genre de choses. Et il faut toujours s'en méfier. Sa personne est si centrale qu'on lui donne le nom d'Atatürk, le père des Turcs. Un surnom qui n'est pas sans rappeler celui d'autres leaders autoritaires européens de la même époque portant d'autres noms de Il a vraiment pris le même thème politique. Face à cette volonté d'uniformisation de Kemal, les Kurdes représentent effectivement une double menace pour la toute nouvelle Turquie. D'un côté, ils ont une culture propre et très marquée, un danger pour cette jeune identité turque en formation. Et de l'autre, ils souhaitent s'émanciper du pouvoir turc et se réapproprier leur territoire, un risque de perte sèche pour l'État turc. Les années 20 et 30 vont donc voir les Kurdes se rebeller contre Kemal, qui est... Ce qui est ouf quand même, parce que les Turcs, s'ils sont devenus aussi à la base, c'est aussi parce qu'ils avaient le seum post-guerre d'avoir perdu des territoires, et du coup il y a vraiment ce truc de s'accrocher quoi en mode tout fera chacune de ces révoltes dans le sang à force de bombardements à l'encontre de la population civile. Les Kurdes devront attendre la mort de Mustafa Kemal en 1938 pour connaître enfin une période de calme relatif. Mais les affrontements reprennent de plus en plus violemment à partir de la fin des années 50, en parallèle de la lutte de Mustafa Barzani en Irak qui inspire les Kurdes de Turquie. En 1960, l'indépendance de l'Algérie, le nationalisme algérien, c'est devenu de la merde, ouais, c'est ce que je dis. N'oubliez pas que l'Algérie a eu son indépendance, le parti communiste a été interdit et les Kabyles ont été réprimés. Ouais, c'est ce que je dis, hein. Le nationalisme, encore une fois, double tranchant. Un coup d'état militaire vient renforcer la volonté de la Turquie de réduire les Kurdes au silence, en les déportant, en réprimant leurs manifestations ou en effaçant purement et simplement leur langue de la vie publique. Le pouvoir est remis au... Mais ça restera toujours différent de voir des gens sortir des drapeaux algériens que des gens qui sortent des drapeaux français. Ça, on ne l'enlèvera pas. Civil un an et demi plus tard, mais en 1971, nouveau coup d'état. La violence politique atteint son paroxysme. Les affrontements armés entre groupes radicaux d'extrême gauche et d'extrême droite font des milliers de morts. C'est dans ce contexte extrêmement tendu qu'apparaît le parti de loin le plus radical de l'histoire kurde, le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK. Après quelques années de tentatives de création de partis kurdes divers, le PKK naît en 1978. Il est formé par un groupe d'étudiants d'Ankara, dont Abdullah Öcalan, alors étudiant en sciences politiques, et qui va devenir le leader du parti. C'est un parti d'extrême gauche, marxiste-léniniste, et son objectif est clair. Non, pas de blague sur le PKK et le KK. Non, vous êtes nuls. Il souhaite l'indépendance du Kurdistan. Mais le leader Öcalan voit encore plus loin. Arrêtez, on les aime bien. Il théorise la fabrique d'un homme nouveau, émancipé de la domination turque. Cet idéal est aussi l'exemple du... C'est quoi cette photo? C'est vraiment kawaii. Kurdistan kawaii. C'est juste un Ibaku, oui. Kawaii. L'indépendance des travailleurs kurdes. Militant parfait, dont l'image est clairement construite sur celle d'Abdullah Öcalan lui-même, au mode de vie strict. Ne pas se marier, ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas boire, ne pas se droguer, Ça a l'air nul à chier. etc. C'est pas kawaii ça. On est alors dans la lignée des partis communistes du moment, avec l'idée de créer un nouvel individu entièrement dévoué à la révolution. C'est pas les trucs les plus basés qu'a jamais fait le communisme, ça va pas se mentir, genre. Tout en perpétuant un culte à la personnalité du leader. D'ailleurs, les partisans d'Öcalan, on les surnomme apoïstes, du surnom Apo qui signifie l'oncle, le nom donné au leader du PKK. Le PKK, c'est un parti clandestin et militarisé, qui se voit comme une avant-garde de la révolution et qui forme idéologiquement ses cadres dans des structures Ouais, les trotskistes, ça ressemble à ça, une avant-garde. appartenant au parti. En 1980, un nouveau coup d'état militaire en Turquie renverse le pouvoir jusqu'en 1983. Les organisations kurdes officielles sont dissoutes et le PKK se réfugie en Syrie en contractant une alliance stratégique avec Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad.
Ça paraît un peu étonnant, mais pourtant ça peut s'expliquer parce que à cet instant, Assad et le PKK ont un objectif commun, affaiblir la Turquie. Et Assad n'est pas le plus directement violent envers les Kurdes. Lui, il préfère C'est pas lui qui a provoqué un génocide il y a genre 20 ans? les manœuvres Ouais, peut-être moins, je sais pas, j'ai plus les dates en tête. un peu plus fines, mais on va y revenir. Le PKK se forme donc à la guérilla en Syrie et en Palestine et déclenche sa lutte armée contre l'État turc en 1984 en attaquant plusieurs postes de gendarmerie au Kurdistan. La violence du parti est entièrement assumée et peut s'inscrire dans la pensée théorisée par Frantz Fanon qui est celle de la violence du peuple colonisé face aux colonisateurs. Selon lui, c'est par la violence que le peuple colonisé va s'unifier. Le culte des martyrs, les shéhids, va alors s'installer au sein du PKK. Les célébrations de leur décès vont faciliter l'enrôlement de jeunes soldats, séduits par l'immense honneur dont ils pourraient jouir après leur mort. Sans surprise, le parti est vite classifié comme terroriste par la Ah bah dis donc. Turquie puis par les États-Unis. Pourtant, Ah, c'est pratique. la population kurde, elle, passe de très réticente à plutôt favorable au PKK au fil des ans. Alors évidemment, c'est un peu plus Ah attendez, excusez-moi, vous êtes de gauche? De gauche? Attendez, je vous mets sur ma liste. Liste de quoi? Oh, ça t'intéresse pas. PKK. compliqué. Non mais t'inquiète. Et on peut trouver des Kurdes très hostiles à la stratégie du PKK. Mais là, pour des raisons de simplification, je schématise. Ce qui fait évoluer l'image du PKK auprès des civils, c'est son énorme travail de propagande pour C'est marrant comment l'entièreté des organisations pour l'autodétermination de tous les peuples sont terroristes, genre pour les États-Unis. contrer le discours nationaliste turc. Et durant Oui, l'Europe. toutes les années 80, malgré la censure du gouvernement, il diffuse ses idées tout en recrutant des miliciens parmi les convaincus. Eux-mêmes deviennent des relais du parti auprès des institutions civiles. Bon parti de masse. Et tout cet écosystème infuse les idées pro-kurdes dans la société, dans les partis qui, eux, sont autorisés et qui reprennent les revendications kurdes dans leur discours. Évidemment, la réaction de l'État turc est sans précédent face aux actions du PKK. Et là, on parle d'un conflit armé d'envergure et généralisé avec le gouvernement, pas d'une petite guérilla localisée. 40 000 morts dont les 3/4 sont des combattants du PKK, des dizaines de milliers emprisonnés ou tout simplement disparus et des millions de déplacés. En 93 puis 95, le PKK appelle au cessez-le-feu et à la fin de la lutte armée. Mais ces appels restent lettre morte. Après la chute de l'URSS dans les années 90, Abdullah Öcalan, le dirigeant du parti, abandonne le marxisme-léninisme, voyant que le socialisme réel, comme il l'appelle, mène à une impasse autoritaire. En 1999, alors classé ennemi public numéro 1 pour la Turquie, Öcalan est arrêté et condamné à la peine de mort, commué en peine de prison à vie, qu'il purge Je vais me taire, je vais me faire des ennemis après. encore aujourd'hui sur l'île d'Imrali. C'est lors de son incarcération qu'il découvre les écrits du théoricien anarchiste Murray Bookchin sur le communalisme libertaire. Öcalan reprend alors à son compte ses idées en parlant de confédéralisme démocratique entièrement conquis par les écrits de l'américain. Alors je parlerai de tout ça en détail dans un autre épisode, mais comprenez qu'il abandonne les idées marxistes pour se concentrer sur l'établissement d'une nouvelle forme de gouvernement basée sur des assemblées autogérées. Öcalan déclare alors Basé. que les enseignements de Murray Bookchin seront mis en place par les Kurdes sur leur terre, marquant un changement idéologique radical. À partir de 2002, la situation se calme lorsqu'arrive Là, on est un peu dans le Basex Max d'après Trouble Antacide. au pouvoir l'AKP, le parti politique de l'actuel président Erdogan. Pour faciliter son intégration à l'Europe, le gouvernement cherche dans un premier temps à apaiser les tensions avec les Kurdes. En 2009, le principal parti politique kurde triomphe lors d'élections municipales, imposant de facto la question kurde dans le débat politique. Recep Tayyip Erdogan, alors encore Premier ministre, a alors besoin de montrer qu'il donne des gages aux Kurdes. Il choisit donc de se rapprocher de l'autorité kurde autonome d'Irak, dirigée par Massoud Barzani, le fils de Mustafa Barzani. Il lance une phase d'ouverture et de dialogue pour résoudre les conflits. Les particularités de la culture kurde deviennent plus acceptées. Une chaîne de télévision en langue kurde est même créée en 2009. Mais dès la fin de l'année, la répression reprend suite à un attentat du PKK qui a relancé sa guérilla. Depuis les années 2010, le pouvoir turc devient de plus en plus autoritaire. Il se renferme dans une posture nationaliste
et s'est largement renforcé comparé au moment de son arrivée. Ce durcissement lui donne plus d'assurance quant à la répression des Kurdes, à tel point que les services secrets sont très sérieusement soupçonnés d'avoir commandité en 2013 l'assassinat de la cofondatrice du PKK, Sakin Kansiz, ainsi que 2 militantes en plein Paris. J'aime bien, genre, quand tu dis... c'est eux qui l'ont fait, d'accord? Genre, ils ont signé l'acte, genre. Le message est clair, les Kurdes ne sont en sécurité nulle part. Il y a quelques mois, le 27 février 2025, Öcalan fait une déclaration historique. Il demande à tous ses soldats de déposer les armes et annonce la dissolution du PKK, mettant fin à près de 40 ans de lutte armée de l'organisation. Mais si les combats ont effectivement diminué ces derniers mois, ça ne serait pas la première fois que les annonces de fin de conflit ne sont pas respectées. En effet, les militants attendent des gestes forts de la part d'Erdogan, comme la possibilité pour Öcalan d'être remis en liberté avant de déposer complètement les armes. Mais une liberté pour faire quoi ? Reprendre les armes, ou bien assumer le leadership de la plus ambitieuse expérience autonome kurde jamais tentée? Il est temps de parler de la Syrie et du Rojava. On y arrive enfin. Je sais que plein de gens, ils voulaient que je mette la vidéo aussi pour la partie sur le Rojava spécifiquement. À partir de 1923, la Syrie est colonisée par la France, à travers son mandat issu de la scission de l'Empire ottoman. Malgré quelques soulèvements ponctuels, la situation au Rojava, le Kurdistan syrien au nord du pays, est plus calme que dans les pays voisins. Beaucoup de Kurdes réfugiés de Turquie y trouvent d'ailleurs un refuge. Mais si les Kurdes ne sont pas oppressés comme ailleurs, la situation va peu à peu se détériorer. À partir de 1949, 3 ans après l'indépendance de la Syrie, éclate un premier coup d'État dont les officiers kurdes sont pleinement partie prenante. 5 ans plus tard, le pouvoir est repris par des officiers druzes, une population essentiellement présente en Syrie ou au Liban. Ils évincent les Kurdes de l'armée et des hautes fonctions publiques pour éviter de nouvelles tentatives de coup d'État. Au cours des années 50, le panarabisme, l'idéologie pan-nationalisme arabe, se développe fortement en réaction à la création de l'État d'Israël de 1948. Pour mieux faire face collectivement à cet État perçu comme colonisateur et ennemi, les États arabes se regroupent Perçu. Aujourd'hui, je pense que c'est établi. derrière cette bannière du panarabisme. Toute revendication d'identité non arabe est alors perçue au mieux comme rivale et au pire comme ennemi. Les Kurdes en font directement les frais. Pour ne rien arranger, les années 60 sont celles du centralisme de l'État syrien. Avec la prise de pouvoir du parti Baas, s'impose le récit national syrien, et les Kurdes n'en font clairement pas partie. Ils se retrouvent, comme ailleurs, privés du droit de parler leur langue et exclus de l'identité syrienne. Pour preuve, en août 62, le gouvernement mène une campagne de recensement des Kurdes et prive de leur nationalité 120 000 d'entre eux sous prétexte qu'ils avaient des origines étrangères. Ça, les campagnes de recensement aussi, c'est vraiment un des outils primordiaux de la répression, genre. Dans les années 70, les Kurdes créent une myriade de partis d'opposition revendiquant une autonomie de leur territoire et plus de droits. Mais ils sont dispersés géographiquement et faibles politiquement face au gouvernement central de Hafiz al-Assad qui sait être violent et usé de corruption pour diviser cette opposition. Mais surtout, il sait aussi habilement manœuvrer pour empêcher les Kurdes de renforcer leur identité. Il va jusqu'à protéger le PKK de Turquie en exil pour montrer qu'il n'est pas aussi autoritaire que ses voisins. Il joue sur la démographie avec une politique Ne vous inquiétez pas, je suis moins autoritaire, installez-vous là. d'arabisation de la société. L'idée, c'est de diluer l'identité kurde. Il met aussi en avant l'unité Ah, il a essayé de faire de l'intégrationnisme. musulmane du pays pour rallier les Kurdes à lui. La figure de Saladin, par exemple, est mobilisée en tant que héros musulman. Et les Kurdes s'identifient à lui. Et c'est gagné. Malin. Pendant des décennies, les Kurdes sont plus ou moins engourdis par les diverses manœuvres de Hafiz al-Assad Ouais, c'est des techniques d'intégrationnisme. et ne font pas plus de vagues que ça. Mais Hafiz n'est pas Genre, TKT, t'es comme tout le monde à condition que tu acceptes d'être comme tout le monde. éternel. Et en 2002, c'est son fils, Bachar al-Assad, qui lui succède. Et dès 2004, une révolte éclate, celle Connu un peu lui, non? de Kamishli en territoire kurde. C'est sûr, ça se prononce pas comme ça. À la suite d'un match de football, c'est l'émeute et elle est réprimée dans le sang. Le lendemain, pareil pour les marches de recueillement. En solidarité, partout en territoire kurde, des protestations éclatent.
principalement suivi par la jeunesse. Les Kurdes de Syrie prennent alors conscience de leur unité au sein du pays qui les a divisés depuis des années. Pour temporiser, Bachar al-Assad leur permet enfin de célébrer leurs fêtes, comme le New Rose, le Nouvel An kurde, ou de réaliser les commémorations qui leur sont propres. En gros, l'idée est de laisser les Kurdes être des Kurdes tant qu'ils ne remettent pas en cause directement le régime. Et c'est à peu près au même moment, en 2003, que le Parti de l'Union démocratique, le PYD, est fondé. Le PYD, c'est le parti frère du PKK de Turquie, avec les mêmes ambitions d'autonomie du Kurdistan syrien, le Rojava. Et puis, c'est le printemps arabe, un mouvement qui emporte son lot de dirigeants. Ben Ali en Tunisie, Moubarak en Égypte ou Kadhafi en Libye. Bachar al-Assad n'échappe pas à sa révolte et la guerre civile se déclare en 2011. Très vite, Il a dit vous avez le droit à l'autosupport sans la lutte. Ouais, c'est un peu ça. C'est genre faites vos trucs tant que vous restez bien à votre place. Mais faites vos trucs. Vous inquiétez pas. doit rapatrier ses troupes qui occupaient le nord du pays, la zone kurde. C'est quand même ouf à quel point, genre, tu sais, après avoir fait un gros truc télescopique en mode Iran, Irak, Turquie, c'était la chicane. Genre, en Syrie, c'est pas vraiment mieux, mais juste le mec, il a mis un brassard avec un smiley dessus en mode genre, t'inquiète. Rojava. Aussitôt, le parti kurde dont je viens de parler, le PYD, occupe l'espace laissé quasiment en vide et déclare l'autonomie du Rojava. Le parti profite de l'expérience militante de plusieurs dizaines d'années du PKK pour réagir très vite à l'opportunité qui s'offre à elle et à eux. Les autres partis sont tétanisés par la rapidité des événements et aussi parce que le PYD élimine la concurrence aussi bien politiquement que physiquement. Oui, physiquement ça veut dire pour toujours. C'est là que le PYD met J'imagine qu'ils doivent les mettre dans des prisons, bien sûr. En place ce à quoi rêve Abdullah Öcalan depuis sa prison turque. Une idée et une organisation politique qui a tenu tout au long d'une guerre civile faisant des centaines de milliers de morts et qui a participé à vaincre le terrible ennemi de l'État islamique. Cette idée, c'est le communalisme. Mais ça, c'est une autre histoire et j'en parlerai dans une vidéo dédiée pour comprendre comment tout ça s'organise en détail. Ouais, j'allais dire là, dans la durée qui reste de la vidéo, ça m'aurait un peu fait chier qu'on se contente juste de résumer et de passer à autre chose, genre. Depuis la fuite de Bachar al-Assad le 8 décembre 2024, la Syrie est dirigée par Ahmed al-Shara. Pour le moment, son pouvoir est encore en construction et il n'a pas assez de soutien intérieur pour menacer les Kurdes du Rojava. Mieux, il a besoin d'eux et de leur expérience pour se maintenir au pouvoir. Qui sait alors ce que réserve l'avenir aux Kurdes de Syrie ? Et c'est encore moi. Désolé pour cette deuxième interruption, mais c'est la dernière, promis. Il se trouve que, contrairement à ce que pouvait laisser espérer Ahmed al-Shara au tout début de son arrivée au pouvoir, les forces gouvernementales ont attaqué le Rojava il y a quelques jours à peine, au moment de la sortie de cette vidéo. Des forces qui sont en partie constituées par des brigades islamistes, les ennemis jurés des Kurdes depuis la guerre civile, et des forces qui sont aussi soutenues par l'armée turque, trop heureuse de pouvoir participer à l'élimination des Kurdes dans la région et se débarrasser de leur influence. Cette attaque a été extrêmement rapide, extrêmement massive, et l'autonomie du Rojava a été sévèrement touchée. En l'état actuel des choses, il doit rester une petite partie du territoire qui est sous contrôle kurde, mais une grande partie a été reprise par les forces du gouvernement syrien. Et là, c'est non seulement la survie de la zone autonome du Rojava qui est en jeu, mais aussi, évidemment, la vie des Kurdes qui sont sur le territoire, entourés par tous leurs ennemis. Et les USA et l'Europe, quant à eux, préfèrent leur intérêt direct que la défense des Kurdes. Une Syrie qu'ils considèrent comme stable, même sous le régime d'un ancien djihadiste, est préférable à une zone en conflit. Ursula von der Leyen a même annoncé un investissement de 600 millions d'euros pour reconstruire la Syrie. Les États occidentaux ont déjà donc choisi leur camp, et c'est pas celui des Kurdes. Et peu importe si les Kurdes gardaient en prison sur leur territoire des milliers d'anciens combattants de Daesh, les conséquences de leur remise en liberté, c'est pas le souci des puissances qui littéralement jouent avec le feu, un siècle après la trahison. Comme d'hab, franchement, genre, on déteste les islamistes vraiment quand ça nous arrange. Ça, c'est un truc, tu vois, genre, quand tu vois la puissance de la propagande islamophobe, tu pourrais te dire, genre, c'est bon, c'est le diable, d'accord, c'est le diable. Mais ils sont quand même pratiques, hein. Genre, surtout quand il s'agit de s'attaquer à des mouvements de gauchistes. Tu vois ce que je veux dire ? Du traité. C'est comme les États-Unis quand ils ont... Enfin, je veux dire, quand ils ont armé
Merde. Les talibans. C'est pareil en fait. C'est genre le même genre d'ingérence. Enfin, ça me... De Lausanne, 10 ans après que les forces kurdes aient participé en première ligne à éliminer Daesh, encore une fois, l'Europe, les USA, abandonnent les Kurdes à leur sort. Encore une fois, ils sont la cible des djihadistes, du gouvernement syrien et de celui de Turquie. Encore une fois, les Kurdes se retrouvent seuls contre tous. J'espère que cet épisode vous a... Et bah quel enfer. Franchement, ça en dit tellement long sur le cynisme En fait, genre, ça en dit à la fois très long sur genre les origines en tant que telles les origines coloniales de la situation kurde, et en même temps, tu vois bien que, genre, au-delà de la simple question coloniale, il y a aussi quand même les États post-décolonisation qui ont été des grosses merdes aussi, tu vois. Genre, vraiment, enfin, c'est une situation qui maximise tous les potards de... Genre, c'est tellement compliqué, genre... Quand j'étais au Kurdistan iranien, c'était l'époque où la Turquie tentait de normaliser ses relations avec les USA, et du coup, ils ont négocié que les USA arrêtent d'envoyer des armes aux Kurdes en échange de tarifs douaniers Non, mais typiquement des trucs d'ingérence qui me gaffent, quoi. Parce que du coup, tu vois à la fois, genre... les différents pouvoirs autoritaires de la région qui trouvent leurs intérêts correspondants. Donc c'est littéralement un genre de classe bourgeoise, hein, voire classe féodale hein, dans certains cas, qui du coup s'allie avec les impérialistes pour pouvoir genre défoncer juste un peuple qui a le malheur d'être là. Genre, j'ai remarqué avec le background. Non mais oui, franchement, allez voir la vidéo sans mes commentaires et tout. N'hésitez pas à aller regarder ça. Puis c'est une vidéo qui est assez complexe. Genre moi j'ai le sentiment qu'à force d'en parler, ça commence à être clair dans ma tête. Mais genre si vous êtes moins obsessionnel que moi, je capte que ça soit pas forcément le truc le plus simple à suivre aussi, tu vois. Donc n'hésitez pas à aller checker la chaîne de l'Hydro Mille Têtes, hein, évidemment YouTube, Twitch, tout ça. N'hésitez pas à aller regarder. Pour YouTube, le lien est en description. Hein, n'hésitez surtout pas à aller checker ça. Mais ouais, en tout cas, bah. Je pense que de toute façon, genre, moi, ce qui va surtout m'intéresser en tant que gauchiste, etc. et tout, ça va être la vidéo d'après où on va revenir sur le communalisme et tout. Mais évidemment, ça fait du bien d'avoir un rappel aussi des faits historiques. Je pense que la vidéo qu'on a regardée là était beaucoup plus précise quand même que la première qu'on avait regardée il y a quelques mois. Donc je suis contente quand même d'avoir pu repasser un grand coup sur tout ça. Et je trouve que c'est une histoire, c'est un cas d'école en fait. Genre, si vous comprenez pleinement et correctement la situation du Kurdistan, ça va vous donner des bonnes billes pour comprendre pas mal d'autres situations d'ingérence post-coloniale. Enfin, oui, je peux vous en lire dans le chat, hein, bien sûr. Et du coup, bah, on va rentrer dans la partie beaucoup plus analyse politique, a priori dans la vidéo d'après, qu'on ira regarder dès qu'elle sortira, bien sûr. Merci l'Hydromile Tête hein, pour la vidéo. Franchement, ça fait trop plaisir. Très très bon taf. Hein, très très bon taf. Et je pense que j'ai pas vraiment d'autres conclusions que de conclure exactement comme j'ai commencé cette capsule, à savoir bah, force au peuple kurde, force à tous les camarades du PKK ou du PYD qui sont en lutte. Encore en ce moment et qui sont toujours qui subissent une répression absolument catastrophique et évidemment il y a toujours et encore maintenant il y a encore des mobilisations pour le Rojava normalement, donc n'hésitez pas à regarder ça, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à faire votre maximum pour cette situation là. Encore une fois, genre ça va paraître je sais pas, mais genre, vous ne pouvez pas vous sentir touché par la situation palestinienne et ignorer la situation kurde en fait. C'est hypocrite sinon. Enfin genre désolé hein les gens, mais genre faut pas être trop à géométrie variable non plus quoi. Enfin évidemment c'est matrixant ce qu'Israël commet et ce qu'Israël fait, tu vois, mais tu peux pas ignorer genre ce qu'il y a autour parce que ce truc là faut pas tomber, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça rend dingue quand même. Ouais, ça rend fou hein. Surtout qu'en fait ce qui est horrible aussi c'est que même à chaque nouvelle amélioration, à chaque nouveau truc qui arrive à se passer, tu vois, t'as le sentiment que ça va aller mieux, t'as le sentiment qu'il y a un truc et t'as l'impression de ne jamais en ressortir et que la situation elle est bloquée. Et en même temps, tu vois, faut pas rester trop sur ces avis-là. Genre lui dans la vidéo, à un moment donné, il était en mode c'est pas prêt de changer et il a dû faire un break parce qu'il y a une actu qui a
tout fait changer en fait. Donc on n'est jamais à l'abri hein, de changements, surtout dans des zones comme ça avec autant d'instabilité, tu vois, on n'est jamais à l'abri d'un changement radical d'un coup, mais clairement, enfin ça se fait pas, ça se fait pas à partir c'est pas out of nowhere quoi. Va falloir les soutenir au maximum dans leur lutte, ce qui est quelque chose que, enfin, on a plein de militants français euh, qui luttent et qui soutiennent l'Eurojava et plus généralement la lutte kurde. N'hésitez pas à vous renseigner. Hein. Enfin, il y a vraiment, il y a de quoi faire. Franchement, c'est pas pour dire, mais on n'est pas, surtout à gauche et surtout en France, on ne manque pas d'agentivité pour le coup par rapport à ces questions-là. Genre, il y a vraiment des trucs à faire. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça. Moi, je peux pas spécialement vous en dire beaucoup plus. Juste allez checker ça. Et puis, on va s'arrêter là pour cette capsule, qui du coup est une introduction à la prochaine capsule, qui parlera un peu d'organisation libertaire et tout. Ça va me faire vraiment du bien. J'ai très très hâte de parler de ça. Et on va se quitter. Donc du coup, je disais au revoir YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, ton meilleur commentaire, ton meilleur boost. Surtout pour une vidéo comme celle-ci qui va a priori faire beaucoup moins de vues que les vidéos d'habitude, parce que je vous connais, enfin, je vous adore YouTube, mais autant les gens sur Twitch ils ont pas le choix et ils subissent tous les sujets que je leur mets dans la gueule, autant je sais que sur YouTube dès que ça parle un peu d'international il y a quand même plus grand monde à plein de moments, donc j'espère quand même que moi la vidéo pourra être un peu plus poussée. Et sinon bah voilà, parlez de moi autour de vous, venez, rejoignez-nous en stream, on kiffe bien et il y a aussi des moments entre les capsules où c'est super. Allez, kiss YouTube. À la prochaine.